Alors, je suis né le 8 avril 1929 à Chaumont, Haute-Marne, en France. Nous étions 4, 2 garçons, 2 filles. Je suis l'aîné et encore le seul survivant. L'usine, la ganterie où mon père était tout jeune ingénieur à Chaumont a périclité. C'était une affaire qui appartenait à une famille israélite et il y avait le fils et mon père, les deux responsables de la direction fabrication. Et on a dit à mon père, tu es tout jeune là, c'est notre affaire de famille. On l'a gentiment indemnisé et mon père a tout de suite retrouvé une situation, mais à Paris. Donc on a passé, lui il devait y être depuis 1 an ou 2. Et puis ensuite, on a habité tout de suite Paris. Donc en fait, je suis parisien. Nous vivions boulevard Bineau, c'est-à-dire à la frontière de Neuilly, de Levallois et du 17e. Et puis, arrivé à Paris, tout de suite, on est allé dans un très bon collège, Sainte-Croix de Neuilly, qui est encore très connu et qui était pas loin de chez nous. Et où j'ai fait pratiquement mes études jusqu'au bac. Mon père était ingénieur dans une société américaine, Goodrich Colomb, qui à l'époque s'appelait tout simplement Goodrich. Et comme il avait été assez brillant dans ses études, il a eu très rapidement un poste à la direction internationale et il était chargé de mission, surtout à la recherche technique dans le groupe entre les États-Unis, où la société Goodrich, qui existe toujours, et qui a des usines à travers le monde, avait déjà à l'époque, était déjà très importante. Mais il était né avec le siècle, et en 1940, en tant qu'officier de réserve, il a été rappelé, malgré à l'époque, il avait déjà 3 enfants, il a été rappelé parce que déjà là, il avait une position assez spéciale. Et donc, nous avons quitté Paris, nous, je dis les enfants et ma mère, pour gagner une propriété de famille où habitaient mes grands-parents, qui est à 50 km de Dijon, dans la ville de Dole. Dole, où il y avait un excellent collège. Et donc, on a commencé nos études, on est sorti des petits collèges d'enfants, et on a passé, donc la guerre a été déclarée, mon père est parti, et nous sommes restés jusqu'en 1942 dans le Jura, à Dole, et mon père a été fait prisonnier à Dunkerque, et il a été libéré donc, car ayant 17 ans en 1918, Pétain, le maréchal Pétain, avait passé un accord avec les Allemands qui s'était engagé à libérer tous les soldats encore vivants de la guerre 14-18. Alors, mon père, je vous l'ai dit, n'avait pas fait la guerre, mais il était dans l'armée. Et il avait été, de par ses études, il avait fait une école d'officier, eh bien, il a fait partie des gens qui ont eu droit d'être libérés. Il a regagné la France, squelettique. Il avait perdu 30 kilos. Il les a jamais repris pendant la guerre. Il en a repris la moitié. C'était un monsieur pas très grand, mais enfin qui faisait tout de même 1,80 m et qui pesait à l'époque, quand il est revenu, quand on l'a vu arriver en gare
de Dole dans le Jura via Paris. Les Allemands les avaient rapatriés jusqu'à Paris. Et nous étions Paris, mais enfin, il est tout de suite venu voir sa femme et ses enfants. Et il était squelettique, il ne tenait pratiquement pas debout. Il marchait avec une canne, alors qu'il avait même pas, il avait 42 ans. En 42, donc en pleine guerre, on ne pouvait pas voyager. Officiellement, les Allemands disaient oui, 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 nous laissons les trains. En fait, c'était quasi impossible. Donc nous ne sommes jamais retournés à Paris de 40 à 42. Mon père est rentré à Paris, mais ce que nous ne savions pas, c'est qu'il faisait partie des services de renseignement, non pas anglais, mais américains. Ça, il ne nous en a jamais parlé. Et donc, par exemple, le débarquement, en juin 1944, la veille du débarquement, sans rien nous dire pourquoi nous partions, mon père est rentré, comme d'habitude, 18h, 18h30. Les enfants, et il a dit à sa femme prénommée Colette, « Colette, les enfants, vous prenez un train, j'ai pu avoir... » Il avait pu avoir 3 places, alors que nous étions 3 enfants et 4. « Vous partez cette nuit. » 1, on crevait de faim, et puis 2, dites donc, le débarquement en France, lui savait bien que ça n'allait pas se faire sans casse. On a quitté Paris le 5 juin 1944, et le débarquement a eu lieu le 6 juin au matin, et brutalement, on a juste eu le temps de prendre chacun une petite valise. On s'est retrouvés dans le métro, gare de Lyon, et on a accroché un train de justesse qu'on a failli louper et qui a mis la nuit pour faire Paris-Montbard, la gare de Montbard, c'est-à-dire à 50 km de Dijon. Car dans la nuit, les Américains ont pilonné la banlieue parisienne, qu'ils pilonnaient déjà, car mon père, dans son usine, a échappé de peu. Il a loupé un autobus, il n'y avait pas de voiture, plus rien, les gens marchaient à pied, en bicyclette, pas de moto, interdit par les Allemands, pas d'essence, plus de voitures. Les Allemands avaient réquisitionné pratiquement toutes les voitures, sauf celles qui étaient cachées. Par exemple, mon beau-père notaire, il avait caché la sienne dans une écurie. Bon, elle n'a jamais été prise par les Allemands. Bon. Et là, j'en étais donc pour... Ah oui, ce départ. Donc, nous partons, après ces bombardements, nous avons été bombardés à Paris 3 mois avant le débarquement. Nous avons été bombardés pratiquement toutes les nuits. Il fallait descendre à la cave. Alors, les sirènes, que j'ai toujours dans l'oreille, sur le coup, c'était toujours à peu près à la même heure. Entre 22h, 22h45, 23h. Et on commençait à entendre les fameuses... les avions, ça s'appelait... Les Américains avaient d'énormes avions. Ils avaient la maîtrise de l'air. Mais les Allemands en descendaient quand même. Moi, j'ai vu, je faisais des imprudences, au lieu de descendre à la cave quelquefois du haut de mes 10 ans, mais je restais dans ma chambre, au 4e étage, j'en trouvais les volets et je voyais tous les avions américains et j'en ai vu se faire descendre par les Allemands qui avaient une descente terrible autour de Paris, et ça tapait sans arrêt et ça durait 1 heure, 1 heure et demie. Et là, par exemple, l'usine de mon père, alors là, mon père a loupé un bus
le lendemain d'un des bombardements, il a pris le suivant. Quand il est arrivé, il n'y avait plus d'usine. Arras. Bilan sur les 200 personnes, 60 morts. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient arrivés un peu en avance, les Américains, au lieu de bombarder en pleine nuit quand il y avait pratiquement peu, ils ont tué les 60 personnes qui étaient encore là. Et puis alors, dans le train, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on a été bombardés. Alors, on était serrés comme ça. Hein. Moi, il n'était pas question d'avoir une place. Moi, j'étais assis sur ma valise, dans les couloirs, et tous les couloirs étaient pleins. Le contrôleur, pour avancer, pardon, il enjambait une jambe, il mettait le voyage Paris-Dijon pour contrôler ses billets d'un bout à l'autre, ou il ne les contrôlait pas. Il y en a qui me disaient, moi j'arrête là, j'en ai assez, ça fait 1 heure que je pédale là dans les... Et puis ils se collaient dans un coin. Ils ont une petite guitoune qui ferme à clé, alors il s'enfermait là-dedans, puis il attendait d'être à Dijon pour ressortir. Ah oui. Alors donc, là, tout de suite, immédiatement, ils avaient tous des sifflets, je crois que c'était un sifflet. Alors ils sifflaient, tout le monde dehors, tout le monde dehors. Et puis, bon, alors, tout le monde dehors, ça voulait dire que sur le ballast, alors, bon, quand le train allait jusqu'à une gare, il y avait un quai, mais là, par exemple, ce jour-là, eh ben, il fallait sauter de ça. Bon, moi, je me rappelle que ce jour-là, j'ai sauté un peu vite, je me suis cassé la figure. Alors, c'était des cailloux comme ça. Maintenant, ils sont plus petits, ou je ne sais pas ce qu'il y a. Le ballast, je ne sais plus comment il est, mais c'est plus comme... hein. Alors, bon, je me rappelle, je m'étais esquinté un peu les genoux, bon. Et puis, tout le monde sous le train. Alors, parce qu'ils avaient des jumelles, il y avait un responsable sécurité qui était dans la loco, et il passait le message de wagon en wagon, comme ça, avec son... Il avait une corne. Alors, on fichait le camp, alors, 3, 4, 5 fois pour le même avion. Et puis moi, je sais qu'avec côté de moi, j'avais un garçon un peu plus jeune que vous. Et puis bon, premier, on se trouve l'un à côté de l'autre. Alors, on se recolle. Et bien, vous savez ce qui s'est passé? À la 4e ou 5e fois, il est ressorti un peu vite. L'avion est repassé. Il s'est fait tuer devant moi. J'ai vu, paf, je l'ai vu tomber comme ça, dans le ballast. Il s'est fait tuer. Et moi, j'allais le suivre, mais quelque chose m'a dit qu'il ne fallait pas encore sortir. Ben parce que l'avion, il tournait, il a tourné. Alors on se disait, bon, ça y est, il a vidé ses... Parce qu'on était très au courant de ces trucs-là. Il a vidé sa mitrailleuse, bon, ça va. Ben, il n'avait pas vidé du tout sa mitrailleuse, ou c'en était un autre. Bon, le temps de l'entendre, et puis là, de voir... C'était pas mon copain, mais bon, je le vois toujours partant avec ses mains comme ça devant lui. Et ben, il ne s'est pas relevé. Alors, on mitraillait les trains pour tuer le mécano, tout ça, et puis le train, il était foutu. Alors, souvent, en principe, c'était les trains allemands, quand ils voyaient que c'était des trains allemands. Mais là, ce n'était pas un train allemand. C'était les Anglais... Ah oui, parce qu'il y avait 6 wagons allemands au bout. Et on partait donc, et j'avais dit, en gare de Lyon, quand j'ai vu qu'il y avait 6 wagons uniquement de soldats allemands, en bout, pourquoi en bout? Parce que ils devaient s'arrêter en cours de route, alors ils allaient peut-être simplement à Dijon, alors que le train allait jusqu'à Lyon, pas à Lyon, puisque c'était en zone libre. Non, ils allaient peut-être uniquement à La Roche, tandis que nous, on continuait. Oui, il y avait vraiment péril à la demeure de rester dans le train.
ceux qui ne descendaient pas, alors ils se couchaient, vous voyez les machins, ils se couchaient là en long, comme ça, comme beaucoup de gens étaient descendus, ils se couchaient là, de façon à ce que les balles ne passaient pas comme ça, puisqu'elles passaient sur le côté. Mais si vous étiez, par exemple, dans le couloir, et que vous étiez là, ben vous risquiez en plein de recevoir. Par exemple, le mort, là, le jeune, on l'a remis dans le train. Et on l'a tiré, et il a été, je me rappelle, il a été descendu, on a encore dû attendre, parce qu'arrivé à Dijon, il y a eu quand même un constat, comme quoi il y avait un mort, etc. On a encore mis, je vous dis, à Dijon. Alors, le train, tout ça, il s'était pris en compte. Au lieu de repartir 10 minutes après, ben on partait 1 heure après. Tout était comme ça pendant la guerre. En 1944, alors donc, Paris a été libéré pratiquement en septembre, mais on s'est battu dans Paris pendant 1 mois, 1 mois et demi. Et mon père, les Américains étaient là, avec l'armée française, et ils avaient, entre autres, on avait réquisitionné tous les hôtels particuliers, tout ce qui était bureau, tout ce que les Allemands occupaient. Et mon père, quelques jours après la libération, peu de temps, Paris était vraiment libéré depuis 8 jours, était encore pour le compte des renseignements avec les Américains, et que je suis allé voir, un hôtel particulier, j'ai vu où il a été tué, il était avec 5 ou 6. Alors, mon frère a une version à peine un peu différente, dont on parlait encore ces jours-ci avec ma fille. Il était sur un petit escalier de 6 marches qui donnait dans l'hôtel particulier. Ils étaient 5 ou 6 à discuter, et une voiture. Alors, moi, je l'ai vécu, ça, je l'ai vu. Tous les soirs, dans Paris, il fallait faire très attention, c'était bourré d'Américains ivres, mais qui avaient leur Jeep, leur voiture. Et mon père, dans cet hôtel particulier, un Américain est arrivé avec la voiture du colonel américain commandant les bureaux qui étaient là. Bon. Et ivre, il a voulu éviter une dame qui venait de tomber, qui est tombée devant lui. Et au lieu de freiner et donner un coup de volant, il est parti sur la droite, il a écrasé mon père, qui n'a pas été tué, paraît-il, sur le coup, et on a attendu une ambulance, il n'y avait pas de service comme maintenant, d'urgence et tout. Il était, et là j'ai ce monsieur, que je l'ai connu, il est mort maintenant, il m'a dit, votre père était encore vivant, ce serait maintenant, il aurait été sauvé, il avait le crâne ouvert, et quand l'ambulance est enfin arrivée, il m'a dit, votre père n'avait plus de goutte de sang, le sang il était partout, sur l'escalier. Et moi, je peux vous dire que votre père aurait été sauvé si c'était maintenant, par exemple. Il n'a même pas été tué dans sa mission, il a été tué comme ça. Ma mère ne s'est jamais remise vraiment de la mort de son mari. Et bien entendu, mon père ayant été tué avec sa situation, elle a eu, jusqu'à sa mort, elle a eu plus que la moitié de la retraite de son mari, qui ne pouvait pas en avoir puisqu'il avait 40 ans. Pensez bien que sa retraite, alors bien entendu, elle a été enfin, il y a eu un capital important qui a été confié à l'un de ses frères, donc à l'un de mes oncles, qui a géré pour le compte de ma mère, qui s'occupait de nos finances. Et moi,
dès 17 ans, c'est moi qui ai repris ça. Dès que j'ai eu 17 ans, je me suis occupé de payer les cours, les courses, la femme de ménage. Et vous savez, à mon âge, à l'époque, on suivait ça de loin. On entendait tous les jours bombardement, 300 morts, etc. Mais la mort, on trouvait ça absolument naturel. Même quand mon père, je ne peux pas dire que j'ai dit, ça n'a pas du tout été pour moi, on ne parlait que de ça. La guerre, l'armée, encore les morts, tout ça, on était là-dedans. Il n'y avait pas d'autre chose. On a commencé, ça s'est appelé les Azous. Les Azous, quand on avait 17 ans, on a commencé à sortir. Alors là, on a été débridés, moi de 17 à 19, au moins pendant 2 ans, parce qu'après, j'ai pensé à des choses sérieuses. J'ai préparé mon école militaire d'officier. Alors là, je finis les... Mais pendant 2 ans, j'ai mené la vie des jeunes Parisiens complètement voulant se défouler de la guerre, qui avaient de l'âge de 10 ans, mettons, de 10 à 15, qui avaient crevé de faim, qui avaient vu la mort, qui avaient vu... donc là, la jeunesse, mais c'est débridé. On dansait énormément, mais avec des disques. Ça commençait seulement avec des disques, vous savez, les grands disques plats, que je garde en collection, en souvenir, et ça durait toute la nuit. Moi, je me rappelle de ma mère. On n'avait pas encore rétabli les ascenseurs, faute de courant, bon. Ma mère, descendant à 8 h du matin du 4e au rez-de-chaussée pour aller faire ses courses, croisant son fils entre le 2e et le 3e. Bonjour maman, bonjour Philippe. Eh bien, dis donc Philippe, tu t'es levé tôt ce matin. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. Alors, je n'étais pas pressé de regarder ma mère. Je dis, oui, je remonte. Ah si, je me rappelle, parce que, alors, je faisais les 4 étages 2 par 2. Et je me rappelle, je continue 2 par 2 les marches en me disant, oui, maman, mais je suis pressé, je suis en retard. Alors, je n'étais pas en retard du tout. Ça devait être un jeudi matin où je sais que je n'étais pas en retard. Mais je me vois encore lui dire, non, je suis très en retard. Les boîtes, à l'époque, c'était réservé aux soldats, aux Américains. Et puis alors, dans les vraies boîtes, c'est que ça coûtait cher, et ça coûte encore cher. On était plutôt les uns chez les autres. Il y a leurs fenêtres ouvertes et tout. Maintenant, on ne pourrait plus faire ça. Là, on avait droit jusqu'à minuit, mais quelquefois, ça durait toute la nuit. Et puis, bon, on faisait venir la police, puis on aimait ça. Enfin, quand la police arrivait, moi j'ai eu des copains qui ont passé... Alors, à la fin, ils emmenaient les gens au poste jusqu'au... Enfin, les gens, les gamins, jusqu'au lendemain, 8 h. Moi, je suis allé chercher des copains comme ça, et bon, parce qu'on sortait beaucoup en vélo. Alors, souvent, bon, moi, j'étais un spécialiste des 2 vélos, alors j'allais au commissariat, où j'y suis allé, je ne sais pas, au moins une dizaine de fois, et chercher, parce que ça pouvait être le commissariat à l'autre bout de Paris. Et je pense qu'à l'époque, justement, le maire de Paris, tout ça, avait dit à la police, bon, allez, c'est ce qui fait que c'est vrai qu'on en profitait, qu'on a embêté bien des gens qui auraient bien voulu dormir et qui ne dormaient pas. Mais quand je dis on, c'était dans tout Paris.